Merci, bonsoir. Alors oui, cette question qui m'a été posée, eau et biodiversité, peut-être que je l'ai déjà abordée, mais parce qu'on aborde ça fatalement quand on est dans une prise de conscience, quelle qu'elle soit, quel niveau qu'elle soit sur l'écologie et dans le métier que je fais. Mais là, c'est un peu central, la question de l'eau. Et il ne peut pas y avoir de biodiversité sans eau, de toute façon, parce qu'il ne peut pas y avoir de vie sans eau. La question est presque indissociable, hein. On ne peut pas les dissocier ces deux termes. On pourrait même se passer de l'un d'eux en disant on ne parle pas de la biodiversité, on ne parle pas du vivant, puisque de toute façon on parle de l'eau et que dans l'eau, il y a forcément, c'est la condition de la vie. Alors, avant de montrer les images que j'ai... Il y a des gens qui connaissent probablement déjà certaines choses que je vais montrer, mais je les ai organisées pas comme d'habitude. Je voudrais donner quelques définitions qui sont celles que j'utilise pour des mots que nous utilisons tous les jours, l'environnement, le jardin, le paysage, et dire très rapidement ce que peut être l'idée du jardin planétaire. Alors, je commence par paysage, puisque je suis censé être paysagiste, c'est le métier officiellement, hein. Et je dis pour ça que le paysage, c'est ce qui se trouve sous l'étendue du regard. Il y a donc un paysage ici, hein. Pour les non-voyants, ce qui se trouve sous l'étendue de tous les autres sens. Ça me pointe sur le fait qu'il s'agit d'une perception sensible qui dépend de la sensibilité de chacun de nous, mais aussi de sa charge culturelle, parce que l'interprétation du paysage, elle sera dépendante de la façon dont on l'a perçu quand on était très jeune, dans la culture dans laquelle on a été élevé. Je dis quelquefois un Limousin, un Limougeot, je suis dans cette région-là, et un Papou devant le vert des forêts en fin de printemps, comme ça, il y en a un qui dira c'est vert, hein, cette année il a plu, etc., et l'autre qui dira c'est amer. Parce que cette couleur, en fait, est liée dans sa culture à quelque chose qui est complètement intimement associé au goût. Pas de ces deux façons très distinctes de lire le paysage. Donc, si je mets 35 étudiants, parce que je suis aussi enseignant, devant le même paysage exactement, j'aurai 35 lectures qui dépendent presque toujours de chacune des sensibilités et parfois en plus d'une charge culturelle singulière. Ça, c'est le paysage. Opposé à ça, l'environnement. Je dis opposé parce que c'est une lecture objective. A priori, on mesure les décibels de la même façon ici en Chine, en Amérique du Sud ou ailleurs, hein. On va mesurer le pH de l'eau ou dénombrer les espèces vivantes de la même façon. C'est une espèce d'espéranto scientifique que nous partageons. Ça, c'est ma vision de l'environnement. Cela dit, je trouve que c'est un mauvais mot qui est emprunté directement de l'anglais environment, qui veut dire quelque chose qu'on met à distance malgré tout, alors que l'espagnol, que je préfère pour cette définition-là, parle de medio ambiente, qui veut dire le milieu ambiant. Et je pense que nous, animaux humains, nous sommes plutôt liés par l'immersion au reste du vivant et non pas à distance. Ce qui nous met à distance, c'est une façon de lire avec un essai de lecture objective, justement, cette nature qui nous environne. D'accord, ça vient des Grecs anciens, et c'était pour le sortir d'un monde de la superstition polythéiste de l'époque, hein. Mais on peut quand même revenir à une situation qui est beaucoup plus fusionnelle, beaucoup plus logique. Oui, nous sommes aussi des mammifères, nous vivons comme d'autres, nous sommes dépendants du monde végétal, et ainsi de suite. Troisième, après le paysage et l'environnement, troisième mot important, le jardin. Alors le jardin, c'est tout à fait autre chose. C'est le territoire du rêve, c'est quelque chose qui est décidé, qui est construit. Ça vient à l'origine comme un enclos. Le mot jardin veut dire enclos dans plusieurs langues. Et c'est à l'intérieur de cet enclos que l'on va protéger ce que l'on estime comme étant le plus précieux et que quelquefois on est allé chercher à côté, alors qu'on allait les cueillir là où c'était, on les rapporte. Quelquefois on allait encore plus loin et au fil du temps on est allé de plus en plus loin, ce qui fait que le jardin fatalement est le lieu initial du brassage planétaire.
C'est là qu'on a rassemblé des espèces qui ne vivaient pas forcément là, mais qui peuvent vivre là parce qu'elles sont dans un climat qui leur convient, un sol qui leur convient. Ça, c'est le jardin, qui après, dans l'histoire du temps, en plus d'être vivrier, devient un lieu d'aménité, de construction, d'architecture, ici et ça. 3 mots importants. Pourquoi j'en arrive à un moment donné à la notion de jardin planétaire? C'est par là que je veux venir à l'eau. Je voyage, mon bilan carbone n'est pas terrible, je sais. Je sais par conséquent aussi mieux où j'habite quand je reviens, c'est l'avantage du voyage. Je peux faire des comparaisons, mais je vois au cours de ces voyages des choses que je n'aurais pas complètement imaginées. La capucine du Mexique qui vit sur le Molenbeek néo-zélandais en Nouvelle-Zélande, ça j'ai vu ça que là. Ou un Carpobrotus sud-africain qui vit au Chili très très bien. Enfin bref, tout comme ça, exactement les traces du brassage planétaire. Bon, une des raisons pour laquelle je peux dire, mais alors, est-ce que la planète n'est pas un jardin? Oui, je pense que si. Deuxième, on pourrait la mettre en premier si on voulait, c'est l'anthropisation. L'homme est partout, comme le jardinier est partout sur son jardin. Et même s'il y a des endroits où il ne va pas, il sait à peu près ce qui s'y passe. Aujourd'hui, on est sous une surveillance totale, on a des drones, on a des satellites, on a des analyseurs, enfin bon. Donc, couverture anthropique. Et la troisième, c'est la définition du mot, c'est l'enclos. Là, on rentre dans une question cruciale, difficile. Oui, le jardin est un enclos, il protège la vie, d'accord, c'est le qu'on met dans cet enclos, mais la planète aussi est un enclos, la vie est limitée aux limites de la biosphère. Et pour l'instant, on n'en sait pas plus. On ne sait pas s'il y a vraiment une vie ailleurs de cette couche qui est celle toute petite de la biosphère, qui en fait est à peu près 10-11 000 mètres au-dessus du niveau de la mer et 8 000 en dessous, pas grand-chose, mais qui n'est que de l'eau. Ce n'est que de l'eau. On ne s'en rend pas toujours compte, ça n'est que de l'eau. Voilà. En blanc, les nuages. Au-dessus, il n'y a plus d'eau. Là, c'est le fond des océans, c'est tout. Alors, en rouge, ce sont les continents. C'est une photo qui m'avait été prêtée, donnée par Aigneret. C'est pas lui qui l'avait prise, mais il m'avait donné ça. De l'eau partout. Ici, il y en a. Il y en a dans cette salle, on ne la voit pas. Les conditions de la condensation n'y sont pas. Mais elles y seraient, on verrait apparaître le brouillard. On a de l'eau dans le corps, enfin, on est dans l'eau, quoi. On disait qu'on ne peut pas vivre sans, mais enfin, en plus, on est dedans. Et ça, c'est une chose que l'on ne mesure pas parce qu'on n'en parle pas beaucoup de ça. Et on ne nous dit pas, alors je vais faire mon René Dumont, là, attendez. Voilà, alors vous avez donc le verre d'eau, tout va bien. Et puis vous le buvez si vous voulez, là j'ai pas soif, pour tout de suite, ce sera pour tout à l'heure. Mais enfin voilà de l'eau qui a donc déjà été bue par des plantes, par des animaux et par des humains. Plusieurs fois. Alors on se dit, ah bon, mais comment? Mais oui, ben oui, si, ça a été démontré. Bon, je ne vais pas vous refaire la démonstration. Donc ça, c'est très très impressionnant. On la transpire, cette eau, on l'évacue, on fait pipi, tout le monde fait ça. Ça s'en va au ruisseau, ça va à l'océan, ça s'évapore. Ça fait le tour de la planète. Parce que c'est des nuages qui tournent, qui sont poussés par le vent. L'eau qui a été évacuée ici, elle va pleuvoir, à un moment donné, elle va retomber, mais loin, on ne sait pas où. Et on baigne tous dans cette lessiveuse. Ça tourne. Vous voyez dans quelles circonstances on est. C'est-à-dire que si on prend la conscience de ça, on se demande comment on fait pour continuer à boire de l'eau, il faut qu'elle soit potable, dès lors que tous, nous la consommons, nous en faisons quelque chose. Donc ça, c'est la prise de conscience du jardin planétaire. Nous sommes dans un enclos, un espace fini. Et nous sommes tous dans le même bain. La pluie, elle tombe sur la tête des riches et des pauvres de la même façon. C'est notre condition de partage obligatoire, on n'y échappe pas. Voilà. Donc voilà, le recyclage, vous voyez, c'est cette idée-là. Bon, ça s'évapore et il repleut, mais il ne repleut pas forcément au même endroit. Et la biosphère, c'est un tout petit truc, petite épaisseur de vivant. Et là, juste, je montre, parce que j'ai eu à faire je suis parti sur un cargo un jour, pendant un mois, où j'ai pu écrire
un livre qui s'appelle Nuages sur les nuages vus par le jardinier. Et je me suis beaucoup appuyé sur Lamarck, qui était le premier à avoir nommé des nuages, que personne ne sait, hein. C'est le premier à avoir inventé, réfléchi à la question de l'évolution. C'est le premier théoricien, bien avant Darwin, 50 ans avant, mais c'est aussi le premier nomenclateur des nuages. Et donc j'ai voulu faire une interprétation du ciel du jardinier. Et j'ai pris pas mal de photos qui concernent ça. Là, ce que vous voyez, c'est l'île de la Réunion. Les hommes vivent entre eux dans l'eau, ils ne le savent pas, mais il y a de l'eau au-dessus, il y a de l'eau en dessous. Voilà. Ça, c'est le canal de Panama, justement, au cours de ce voyage-là. Et le capitaine me disait à ce moment-là qu'il avait toujours connu, dans tous les passages du canal, cette couche de nuages. Il pleuvait presque toujours à chaque fois qu'il y passait, et que ça l'impressionnait. En même temps, c'était très logique par rapport à la climatologie du lieu. Donc j'ai fait des photos un peu partout. Voilà, on arrive vers Milan, on se trouve à la fois avec de l'eau sous forme de neige, de l'eau sous forme de nuages. Ici, c'est de l'eau sous forme d'une glace qui est en train de fondre. On est au-dessus du détroit pas loin du détroit de Bering. C'était un des voyages que je faisais. Alors, je passe mon temps au hublot, évidemment. Et ça, c'est un pays où je suis allé en Mongolie. Je suis allé il n'y a pas très longtemps. J'avais trouvé très beau ce paysage qui montrait l'eau d'une autre façon, parce que ça montrait le relief aussi, ça l'accentuait. Et où j'ai appris récemment que c'est un pays où il y a des phénomènes de gel et dégel qui s'appellent le dzout, et où les plantes finissent par mourir sous ces chocs, alors qu'elles sont quand même habituées à des climats de moins 30 et quelque chose comme ça. Mais la neige protège du froid, hein. Quand elle n'arrive plus, ça devient dangereux. Et ce qui finit par pousser les gens à aller dans la ville de Ulaanbaatar, qui hélas devient une ville surpeuplée aujourd'hui. La brume, hein, j'avais pris cette photo dans un jardin, un parc près de l'île, où on se rend bien compte que là, on est dans l'eau, qu'on veuille ou non. On est en plein dedans là en ce moment, hein. Voilà, donc je montre l'eau au milieu de vie un tout petit peu pour qu'on. C'est un tour de généralité là, hein. Le plan de cet exposé est le suivant, donc c'est un tour d'horizon sur l'eau et le jardin planétaire, sur deuxièmement la diversité. Ensuite, ce sont des exemples, à la fois d'études et d'exemples réalisés, puis la question pédagogique sur l'eau et la diversité et le génie naturel. Donc ça, c'est une mangrove vue de haut. On arrive en Nouvelle-Calédonie. Et vous ne le voyez pas là, mais dans cet écosystème, on a avec l'eau des êtres extraordinaires, hein, comme des périophtalmes, qui sont des poissons qui montent sur l'arbre, qui ne ressemblent pas du tout à des poissons, mais qui sont des poissons quand même, ou toutes sortes d'autres espèces. Ça, ce sont des rhizophora qui vivent dans cette eau saumâtre. Ça, c'est la même catégorie de biotope, mais on est en Australie et on a un arbre qui a dû avoir une histoire dans sa jeunesse, hein, et qui a l'air de vouloir s'échapper, mais il a cette capacité à résister à tout. Et puis avec ça, la façon dont on nous parle des animaux, de les protéger, ça, j'ai trouvé ça aussi en Nouvelle-Calédonie. Alors c'était un peu tentant, on avait vraiment envie d'ouvrir ce truc pour aller voir. Enfin, on nous disait non. Et puis il m'est arrivé dans des milieux marins extravagants, extravagants, je dis parce que ça abrite un nombre d'espèces absolument étonnantes, comme au Cap York, qui est au nord de l'Australie, de voir, c'est la seule photo que j'ai, de voir des crocodiles d'eau de mer. Ça n'existe que là-bas au monde. C'est extrêmement dangereux. On ne peut pas mettre un pied dans l'eau, hein. C'est pas ça. Vous le voyez? Vous voyez mon crocodile? Il est là. Voilà. Il fait 8 mètres, ça peut aller jusqu'à 8 mètres. Alors, c'est juste pour aborder la question de la diversité liée à l'eau. Vous savez qu'elle est en perdition aujourd'hui, qu'il y a encore hier sur Le Monde, ou aujourd'hui, je ne sais plus, des articles affligeants qui sont des rapports qui datent de 2012, mais dont on ne parle que maintenant, sur la disparition dans tous les milieux, y compris les milieux de l'eau et de l'eau douce chez nous aussi beaucoup. Donc je me suis intéressé à ça parce que je trouve que les modes comportementaux des êtres liés à l'eau sont extraordinaires, hein, toujours. Nous, on n'a pas cette obligation d'être avec l'eau en permanence, même si, comme je vous le disais, on est dedans.
Et ça, c'est un arbre, qui est le filao, qui est très connu, le casuarina, qui lui a sans doute une capacité très spéciale d'aller chercher l'eau douce, en dessous de l'eau saumâtre, et il a un système racinaire que vous pouvez voir là. Alors, 8 jours avant cette photo, on ne voyait pas, ça se passe à l'île de la Réunion. Il y a eu une tornade. 8 jours après, on voit. Et on voit le plateau, qui est des racines superficielles qui, elles, sont très importantes pour la respiration et la vie de l'arbre. Mais on voit l'ancrage, c'est-à-dire qu'il y a à un moment donné une plongée verticale, hein, comme ça. Et au bout de ça, il y a des filaments de racines qui donnent l'essentiel de l'eau potable pour l'arbre. Et en plus l'ancrage, parce qu'il faut qu'il tienne, hein, qu'il résiste. Il est fait pour ça. Bon, les milieux de l'eau douce aujourd'hui sont en très grave danger, absolument partout. Il y a plus que 4% de l'eau chez nous qui accueille encore une diversité originelle et que l'on peut boire à la source, ce qui est extrêmement peu. Ça, c'est autour du lac de Vassivière où j'avais fait pour la première fois une étude de paysage qui a donné le terme de tiers paysage. Tiers paysage est la somme des espaces délaissés. On parlait des vignes ici. Il y avait beaucoup de vignes. Hein. Il y a beaucoup moins de surface viticole, même si elles reprennent un peu. Elles sont devenues des forêts. Ça, ce sont des tiers paysages. Ce pas des endroits dangereux, ce sont des friches qui se transforment avec la dynamique d'accès au climax, qui est l'optimum de végétation, fatalement en une forêt. Et c'est ce que je dis à mes étudiants quelquefois, si vous ne faites rien dans notre métier, si on ne fait rien, on est utile à tous. Il n'y a pas beaucoup de métiers comme ça, hein. Mais si vous ne faites rien, vous faites une forêt, fatalement. Vous faites de l'oxygène que nous partageons. On ne peut pas vivre sans, c'est comme l'eau. Hein. Donc les milieux d'eau douce, hélas, ont perdu beaucoup de la diversité animale et végétale, mais enfin, elle existe encore un peu dans certains lieux. Chez moi, j'ai encore la collinette hein, qui vient, qui est une couleuvre, elle vient dans les bassins, là. Puis il y a toute l'eau usée, utilisée, polluée, parfois non, industrialisée. Bon. Je montre ça parce que c'est à l'île Maurice et que c'était une fabrication humaine extraordinaire qui donne un paysage qu'on aurait pu, je ne dis pas forcément classé, je ne suis pas pour l'arrêt de l'évolution d'un paysage dans le temps, mais en tout cas protégé, et le sel est une valeur, c'est l'or d'ici, c'était. Bon. Mais dans le monde entier, ça l'est encore. Or, il y a des modes d'extraction qui sont bien plus rapides aujourd'hui, ce qui fait que ce marais assez beau dans sa construction est en train d'être abandonné. Puis nous avons été autour du lac Taille pour faire une étude où j'ai vu des grandes lagunes d'exploitation, mais je vous en parlerai juste après. Et celle-ci, qui est l'eau qu'on utilise pour les rizières, pose un très très gros problème aujourd'hui. Cette photo est photo prise à Bali. Elle est prise en 84. On peut prendre à peu près la même aujourd'hui. C'est-à-dire que la structure est à peu près la même. L'eau circule d'une terrasse à l'autre. Il y a le soubac, qui est un organisme qui permet de distribuer l'eau dans les cultures avec un système de surveillance, de façon à ce qu'on ne se vole pas l'eau, parce qu'il y a des voleurs d'eau, même si c'est de l'eau qui arrive gratuitement, alors on ne peut plus. Hein. Là, pour le coup, ça, c'est tout tombe, il y a de l'eau, ce n'est pas un problème. Sauf qu'il y en a qui en veulent plus que d'autres. Mais le gouvernement de Java a demandé à ce qu'il y ait 3 récoltes de riz au lieu de 2, avec une variété de riz qui demande des intrants, et tout est pollué à partir de ce riz de 3 récoltes qui est modifié, qui est pas forcément un OGM, mais qui est une... Bon. Alors ça a transformé l'écosystème, ce qui fait qu'il n'y a plus les libellules, il n'y a plus les animaux qui les mangent, il n'y a plus les serpents, enfin, tout ce qui va avec un écosystème extrêmement riche et très riche en protéines animales d'ailleurs, dans les rizières, et qui aujourd'hui ne sont plus que les productions de riz. Et les rivières en dessous, elles sont couvertes de plastique et de machin, enfin c'est un peu désastreux. Un mot rapide pour dire notre usage de l'eau. Ce sont des généralités, je le sais, mais enfin, bon. L'industrie du tourisme, là, on est dans un espace de liberté. C'est une plage au Chili, et les gens s'installent, et ils vont se baigner, ils y vont ou ils n'y vont pas. Il n'y a pas d'autorisation et d'interdiction, il n'y a pas de surveillance, tout va bien.
Là, on est dans une sorte de carcan où on vous dit voilà comment il faut nager comme ci. Alors ça fait une fleur, hein, c'est joli, d'accord, mais c'est tout à fait une autre manière de voir. Puis après, on nous donne des indications sur comment vous devez regarder l'eau. Alors bon, il y a le tourisme aquatique qui est dramatique. Cette photo date de quelques mois à Venise, hein. Je vous fais un atelier avec des étudiants à l'école d'architecture là-bas. Et vous voyez rentrer une espèce de monstre, mais monstre, hein, qui dépasse tellement les édifices que vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et pourquoi fait-on ça? Ça détruit tout, hein, d'un coup, hein. C'est pas une pollution. euh, Si, c'est une pollution énorme d'un point de vue de la combustion. Celui qui m'avait fait visiter les soutes, pas de ce bateau-là, mais d'un autre, me disait, et c'est un autre aussi gros, aussi grand, hein, me disait, ça consomme en une journée ce que vous consommez dans une voiture en moyenne en une année, un bateau comme ça. Vous voyez? Bon, là, on le fait pour, on ne sait pas quoi, hein, une espèce de jeu. Alors, c'est comme un gros Center Park. Voilà. C'est ça, c'est les mêmes propriétaires, d'accord. Bon. Et puis là, ça c'était, j'ai pris cette photo de ceux qui prennent les photos de la baleine qui n'y arrive pas, qui va peut-être arriver, qu'on attend. Voilà. Bon, il y a donc tout ça avec l'usage de l'eau, et puis on vous dit non, mais non, c'est dangereux, c'est-à-dire qu'il y a aussi il ne faut pas que vous y allez, donc c'est à vos risques et périls, vous allez vous faire piquer par cette méduse très méchante, vous n'avez pas le droit de, vous allez tomber, vous allez mourir, quoi, en somme. Donc on nous met aussi en garde face à l'eau, et il y en a partout de ça, hein. Partout dans le monde, je n'ai pas fait la liste de tous ceux que j'ai relevés, mais celui qui m'a le plus intéressé comme manière de nous montrer la mer, c'est à Manly, qui est près de Sydney, qui est un lieu protégé parce qu'il y a le bandicoot, qui est un petit mammifère protégé, une souris en gros, hein. Bon, enfin, on se promène le long là, et puis on voit comme ça des étiquettes. C'est assez bien fait. On vous dit le poisson, il faut faire attention. Voilà son nom, c'est pas mal, parce que pour le coup, c'est comme si on lui donne une existence par le fait qu'on lui donne un nom et qu'on lui donne de l'importance. Il faut le protéger, il faut faire attention si vous allez au bord de l'eau. L'hippocampe aussi, voilà son nom, etc. Mais on ajoute le surfeur. Et ça, je ne m'y attendais pas, évidemment, hein. Donc on nous associe à celui qui nage aussi. Et ça, pour le coup, je trouve ça juste. Donc ça, c'est en Australie. Voilà, sur ce registre de tour d'horizon, je mets cette photo qui est au Cap, que je range quelquefois dans l'art involontaire. Il s'agit de ceux qui trouvent que l'eau charrie trop de déchets et qu'ils ne veulent plus les voir sur leur plage. C'est une plage de nudistes, hein. Mais c'est une plage aussi où les gens ont réussi à empêcher le lotissement. Donc c'est une espèce de trésor. Et chaque fois qu'il y a quelque chose, ils le mettent sur une pile, une sorte de truc, une fiche métallique, et ça fait un totem étonnant. Là, j'en ai une quinzaine de photos différentes, en voilà une. L'eau architecturale, je n'en parlerai pas, mais quand même. Ah, c'est normal ça? Oui, c'est normal. Quand même, c'est le parc André Citroën. C'est ici qu'a été exécuté pour la première fois le jardin en mouvement, espace offert au public. La première fois, c'était dans mon propre jardin. Et l'eau n'est que architecturale, c'est un cadre d'eau. Ici, il y a de l'eau qui coule sur des fontaines là. Il y a une fontaine d'eau comme un péristyle avec des colonnes et un canal. Et ça, c'est pas biologique. Donc, c'est pas ça le sujet d'aujourd'hui, c'est le contraire. Et on ne ferait plus, je crois, un jardin comme ça. C'est les conceptions que nous avons faites avec. Nous étions deux architectes et deux paysagistes, et on était quand même tous en accord sur cette construction de l'espace qui donnait une perspective centrale, comme dans tous les parcs de la rive gauche de Paris. Mais c'est mettre en préséance l'architecture, donc la forme et l'esthétique formelle, mais pas la vie. Pas du tout la vie. Même s'il y a aussi beaucoup de vie, hein, dans ce jardin, mais pas dans l'eau du jardin. Elle est traitée à fond, hein. On ne rigole pas là. Vous voyez? C'est dur, hein. Voilà. Et donc, une image pour... attendez, parce que ça, c'est horrible. Une image pour montrer, pour parler de l'eau invisible et de l'eau trop visible ensuite. Mont-Gerbier de Jonc. Là. Vous savez que c'est la Loire au pied. Soi-disant. Mais moi, j'ai une autre interprétation. C'est l'eau. C'est lié à l'eau. Alors, je monte au Mont-Gerbier de Jonc au bout de 2 mois de sécheresse.
C'était il y a 7-8 ans, il y avait une grosse sécheresse. En octobre, début octobre. Les arbres étaient tous grillés, y compris les chênes verts, y compris tous, ils étaient marrons, tout le monde était sec. C'était bon. Bon, je monte. Et là, presque en haut, pas tout à fait, je vois une goutte d'eau comme ça, touc, touc, qui sort d'une pierre, d'entre deux pierres, un suintement. Je dis, mais c'est pas possible. D'habitude, les sources, elles sont en bas, elles sont. Non, elle est en haut. Alors j'interprète ça comme une tour à eau. Peut-être vous savez ce que c'est, une tour à eau. C'est dans les déserts froids asiatiques, c'est une construction où il ne pleut jamais, hein, où l'humidité nocturne se condense, il y a une cheminée centrale, ça tombe, les pierres sont orientées de telle sorte que ça tombe et c'est récupéré dans un puits. Ça, c'est une manière d'avoir de l'eau sans qu'il ne pleuve jamais. Hein. Et je me dis, le Abidjan, il fait exactement ça. Vous savez, c'est la cheminée d'un volcan. Ce qui reste, ce sont des phonolithes. Et donc, selon ma position, la Loire naît là-haut, puis elle s'écarte, quoi. Elle va d'un côté vers l'Atlantique et de l'autre, elle s'en va vers la Méditerranée. Elle fait un circuit, quoi. Donc, j'ai refait la carte géographique de France. Et en ce moment, j'ai fait ça, je croyais juste que ça passerait. Non, non, ça n'a pas du tout passé. Le parc naturel régional m'a commandé une tour à eau à côté du mont Abidjan, sur la ligne du partage des eaux. Alors maintenant, je suis cuit, je suis obligé d'en faire une. On va faire ça dans l'été qui vient. Et puis l'eau que l'on voit trop, excusez-moi, je suis obligé de faire de la pub, involontairement, mais ce n'est pas ce que je voudrais, c'est le demi-marathon. Ça s'appelle un demi-marathon. Donc il court, il jette par terre. Et on a les bouteilles d'eau comme ça. C'est esthétique si on veut. Bon. Je me demandais, en faisant cette photo, c'est dans ma rue, hein, c'est à Paris, qu'est-ce que ce serait qu'un marathon entier? Voilà. Puis voilà, moi j'habite aussi surtout la Creuse, donc pays où les trains ne s'arrêtent plus dans les gares. Ce que vous voyez là n'est pas une réserve d'eau, c'est une poubelle, ça s'appelle comme ça. Sauf qu'il n'y a plus de passagers, donc il n'y a plus de déchets, donc il n'y a que de l'eau quand il pleut. Mais on ne la récolte pas. Bref, après ce tour d'horizon, je dis pour les petits en particulier, mon symbole, c'est la libellule, parce qu'elle explore l'eau de l'eau et l'eau de l'air. Vous savez, les libellules ont des larves aquatiques, carnivores, très intéressant d'un point de vue d'ailleurs du cycle dans le biotope aquatique. Elles mangent aussi les larves, les œufs de moustiques. Elle change de peau, c'est l'exuvie, elle enlève tout ça, elle s'envole, elle va dans l'air. Donc on est dans l'épaisseur de l'air, elle ne va pas jusqu'à 11 000 mètres et elle ne descend pas jusqu'à 8 000 en dessous, on est d'accord. Mais elle symbolise cette chose-là. Et pour moi, l'animal qui représente le mieux cette idée du jardin planétaire à travers l'eau. Et je passe avec ça qui clôt cette généralité à la diversité. La diversité, alors vous voyez la carte du monde à l'envers, hein, elle a été faite par des Australiens, vous pouvez vous en douter. Je montre ça parce que vous ne pouvez pas voir de loin, hein, mais je vous le dis, ça focalise sur cet océan Pacifique où il y a énormément de tout petits points qui sont des îles, énormément. Or, le nombre d'espèces sur la planète a pour origine principale l'isolement, la situation d'isolement, c'est ce qu'on appelle la spéciation par isolement géographique. Un pied-mer fait des graines, une va sur une île et l'autre sur une autre parce qu'il y a un oiseau qui a fait le voyage. Hein. Il y en a une qui va se développer pendant des années ici, l'autre là, et puis elles vont se différencier parce qu'elles ne seront pas exactement dans les mêmes conditions. Si elles se rencontrent un jour, qu'elles ne sont plus fécondes entre elles, on dit qu'il y a deux espèces. Et ça, c'est un phénomène qui est connu, la spéciation par isolement géographique. Il y a aussi les mutations, bien entendu. C'est beaucoup plus rapide et c'est un choc, la mutation. Donc je montre ça pour indication. Il y a plus de continuité sur les continents, évidemment les îles, mais il y a aussi des isolats. Là, on est isolé ici, de l'autre côté du Revermont, c'est ça, par exemple, parce qu'il y a un relief. Il y a quelque chose il y a une rivière peut créer aussi
une condition d'isolement. Donc voilà, ce sont les conditions d'isolement qui font que cette espèce qui a évolué ici et celle-là qui viennent du même pied-mère vont peut-être ne jamais se rencontrer, mais si elles se rencontrent un jour, seront-elles fécondes ou pas? Tout est là, et la définition de l'espèce, c'est ça. Aujourd'hui, brassage planétaire, parce que l'homme s'active partout d'une planète à l'autre, pardon, non, pas encore, d'un continent à l'autre, et finalement fait se rencontrer des espèces qui n'étaient pas prévues pour se rencontrer. Sont-elles fécondes ou pas? Ça, c'est des choses qui se vérifient très facilement, mais en tout cas, on est en plein dans le système du brassage planétaire, c'est-à-dire dans un mécanisme qui est totalement inverse à celui de la spéciation par isolement géographique. Lorsque les espèces arrivent dans un endroit qui n'est pas l'endroit qui est un endroit nouveau, elles vont, si elles le peuvent, parce que le climat le leur permet, elles vont se développer, elles vont pousser, et elles vont prendre une attitude conquérante qui va faire peur à tout le monde en général, puis ça se calme, parce que ça se calme toujours, et au bout d'un moment, il y a ce qu'on appelle un écosystème émergent qui naît de ça, qui est une position d'équilibre. Dans l'exposition Jardin planétaire qui était datée en 2000, j'avais mis d'un côté la diversité naturelle ici, avec des isolats, vous voyez, ce sont des niches, mais pareil pour la diversité culturelle, et cet axe séparait la nature ici et la culture là, même si je pense que cette séparation est purement artificielle, d'ailleurs tous réunis à la fin. Et c'était pour montrer l'importance de la situation de l'isolement. Effectivement, je pense, mais ça, il y a d'autres que moi qui le pensent, que les raisons de la diversité culturelle sont les mêmes en nombre, le nombre de la diversité, que la diversité naturelle. Ça, c'était l'expo à l'époque. Ce n'est que maintenant qu'on commence à reparler un peu du jardin planétaire. En tant que diversité invisible et impossible de vivre sans l'eau, j'en parle pas, mais c'est tout le temps comme ça, il y a celle qui se situe sous nos pieds, il y a une biomasse considérable, même si on dit qu'il y a peut-être 80 ou 85% de la biomasse qui est représentée par le monde végétal que nous voyons, qui est au-dessus, qui est en surface, qui est supérieure à tout le monde animal, il y a quand même toute une biodiversité que nous ne voyons pas du tout, et qui est dans le sol lorsque le sol est encore vivant. Lorsque le sol est encore vivant. Pas partout, parce que l'agriculture conventionnelle tue tout ça, transforme en substrat ces choses-là. Alors je montre ça, qui est un dessin de Vincent gravé dans un ouvrage qui peut-être est là, qui s'appelle Le Grand Jardin, dessin assez poétique, mais très juste aussi. Voilà, donc au cours de ces voyages éventuels, les plantes se dispersent, nous les transportons, mais elles vont s'assembler que si les zones climatiques leur correspondent. Cette couleur-là va aller avec celle-ci, éventuellement, les blancs, etc. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle un biome, c'est-à-dire un ensemble de compatibilités de vie sous un climat déterminé. Moi qui ai étudié la région méditerranéenne, j'ai fait un jardin qui parle de ça, qui est le domaine du Rayol. Ça correspond à une zone petite en géographie, très très riche en diversité dans la partie nord des hémisphères. Ce continent dit théorique est l'ensemble des hémisphères rassemblés entre eux, un peu plus petit dans la partie sud. Et donc, dans le cadre du brassage planétaire, une plante qui arrive d'ailleurs, et vous avez sûrement ici des exogènes, je n'ai pas regardé, mais il doit y avoir des acacias qui viennent d'Amérique, des élantes qui viennent de Chine, je suppose, peut-être des ambroisies qui arrivent d'ailleurs, voilà, qui donnent des rhumes, vous connaissez tout ça. Bon, elles se stabilisent au bout d'un moment, il ne faut pas trop avoir peur de ça, mais en tout cas, elles vivent là parce qu'elles sont dans leur biome, sont dans leur espace de compatibilité de vie. Alors, l'eau peut-il être servir de cloison et de barrière? Ben non, le brassage planétaire d'aujourd'hui ne le permet plus, et toutes les frontières sont des illusions. Ça, c'est le mur, il y en a deux maintenant d'ailleurs, qui séparent le Mexique des États-Unis au niveau de Tijuana, ici. Or, il se trouve que de l'autre côté, dans le Rio Tijuana, son estuaire, il y a une réserve écologique. C'est tout à fait entre guillemets, parce qu'elle ne l'est pas du tout, vu qu'il y a des rangers qui n'arrêtent pas de faire des sillons pour guetter les gens qui passent à travers la barrière, là, et qui en fait soulèvent le sol et fabriquent un terrain propice
à toutes les pionnières qui n'attendent qu'une chose, c'est un terrain retourné, hein, qui se mettent sur les sols comme ça, hein, nus. Alors évidemment, parmi elles se trouvent énormément d'exotiques. Et ça donne des choses comme ça. Ça, c'est des photos on ne peut plus les prendre aujourd'hui parce que les panneaux ont été supprimés. Et c'est... Ah, bon, il faut que vous tourniez la tête, là. Ça se lit comme ça, vous voyez. C'est donc un tamaris d'Europe. Curieuse position. Dans une réserve écologique, de parler d'une chose comme celle-ci, faite la réserve par des Européens qui ont détruit tout dans leur pays et qui vont tout à coup pointer sur l'exotique qui arrive là, qui vient d'Europe. Non mais il y a un truc qui ne va pas. Hein. Bon, ça, j'ai pris ces photos et je les ai montrées à Tijuana. Et l'année d'après, ils avaient supprimé. Ils ont compris qu'on ne pouvait pas continuer à tenir ce langage, même s'ils continuent à faire ce genre de choses. Hein. Voilà, je passe aux exemples. Les exemples, j'en ai pas beaucoup. Parce que c'est comme ça, c'est plutôt des études. Je vous montre 3 exemples qui n'ont pas été réalisés, qui n'ont pas fait l'objet de réalisation, mais qui ont été des études quand même. Et puis quelques petites réalisations. Donc ça, c'est le lac Taille. Après l'exposition Jardin planétaire, on demande d'aller voir le lac qui fait 30 km de diamètre. Il fait toujours 30 km de diamètre, je crois, mais il alimentait à l'époque 18 millions d'habitants. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'est, parce que c'était en 2003, vous imaginez, l'accroissement de population est considérable. Bon. Crainte, il ne voulait pas qu'on véhicule cette eau qui n'était pas du tout polluée vers la ville de Shanghai, dans une disqualification biologique et pas potable, et ainsi de suite. Il fallait qu'elle puisse continuer d'être bonne, quoi. Ils n'y sont pas arrivés. Hein. Mais nous avons fait l'étude quand même, en préconisant de changer la zone industrielle ici, de changer les techniques de culture de rizières autour, de changer la culture arboricole aussi, mais pas énormément, parce qu'ils étaient à la fin d'une gestion traditionnelle. Et ils étaient au début, c'était le moment où ils construisaient aussi les autoroutes. 3 ans plus tard, tout était embouteillé, les autoroutes, hein, alors qu'ils avaient que des vélos avant. Donc ça a été une terrible chose. Et aujourd'hui, il y a d'ailleurs un roman policier qui a été écrit par un Chinois qui parle du lac Taille d'une façon tragique. Il est effectivement pollué. Bon, nous n'avons pas fait l'étude. Nous avons fait l'étude, nous n'avons pas fait de réalisation. Celle-ci, c'est à Recife, c'est-à-dire à Lanzarote, où là, on me demande de travailler sur les salines, près de la capitale, hein, de la ville, et je maintiens le projet de chaotique du tiers paysage avec une diversité très spécifique, mais les anciennes salines, récupérant l'eau de la mer, les amenant ici, car elles étaient asséchées, avec un traitement de dessalement pour avoir, avec un lagunage, une production d'eau qui serait utilisable, disons, pour les jardins, pas forcément pour la boire. Et ce projet-là, qui avait intéressé la ville, finalement, n'est pas réalisé. Ça va devenir un parking, vraiment. Voilà. Alors, réaliser, lié à la fois l'indispensable véhicule transporteur, l'eau, c'est ça, hein, l'eau nous transporte aussi les particules les plus fines, et à la diversité, mais aussi à la vie dans sa dynamique, c'est l'ortie, le purin d'ortie. Alors, c'est la loi de 2006, j'en parlais aujourd'hui, interdiction d'usage des produits phytopharmaceutiques, surtout les PNPP. Ça s'appelait les PNPP, ça s'appelle toujours comme ça, les produits... dites-moi, aidez-moi. Les produits naturels peu préoccupants. Non mais c'est officiel, hein, ça s'appelle comme ça. Hein. Produits naturels peu préoccupants, interdits. C'était la loi de 2006. Ils voulaient l'interdire. Tous les purins, hein, ce sont des préparations végétales, hein, tout simplement, fermentées avec l'ortie, la prêle, la consoude, n'importe quoi d'autre. Il y a eu la levée de bouclier que vous savez, qui a fait qu'il y a eu un amendement à cette loi et que finalement on est autorisé, mais
ces produits sont restés dans la classe des phytopharmaceutiques qui, eux, sont interdits par l'Europe. Bref, j'ai fait un projet en 2006, mais pour 2007, à la Biennale d'art contemporain de Melle. Et le projet est le suivant, hein, vous le voyez réalisé ici. De cette fontaine, l'eau arrive, là, j'ai créé un petit canal de traitement de l'eau qui finit par arriver là dans un petit rue. On utilise également cette eau pour fabriquer le purin d'ortie, mais tout ça, c'est des orties. Et il y a un tracé de chemin qui est taillé, qui change une fois l'an, ça c'est le principe du jardin en mouvement, dans les orties. Alors c'était une chance de les avoir, hein. Elles sont là parce que le sol est très eutrophisé, il est riche en azote, c'est un petit prairie en creux dans la ville, donc ça se comprend. Mais il n'y aurait pas eu les orties, j'aurais eu du mal à les faire pousser. Il n'y a pas comme ça, hein. Il faut de l'eau, Alors ça c'est le début du travail, vous voyez c'était assez modeste, mais emblématiquement c'était important. Puis ça, c'est un peu plus tard, avec cette plateforme qui va recevoir en son milieu, à travers le pont d'accès, vous avez le filtre au bout, qui n'est pas du tout nécessaire, hein, pour filtrer le purin, on n'a pas besoin de ça, mais c'était pour montrer qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et en effet, tous les vendredis, à partir du printemps, il y a une cérémonie où on fait le filtrage du purin de l'ortie, et on donne des bouteilles gratuitement, hein, sinon on serait en prison, aux gens qui viennent acheter au marché. Bon, voilà, ça c'était mon premier jardin politique. Parce que ça parlait quand même d'une chose comme celle-là. Puis depuis, on a fait des collections d'orties exotiques. Deuxième projet réalisé qui aborde la question de l'eau, mais là c'est vraiment symbolique, l'eau, puisqu'elle va représenter ici la masse aquatique planétaire. On est devant le mémorial de la Grande Guerre. C'est pas rigolo, c'était en 14, on m'a demandé ça en 2013 pour 2014. Et moi, je ne voulais pas faire un truc qui honore les morts, enfin la guerre, je veux dire. Les morts, on veut bien, mais la guerre, je trouve ça pas drôle du tout, quoi. Donc j'ai dit non, je ne fais pas ça. Voilà l'étang qui s'appelle l'étang du Cam. Je fais une proposition d'une sorte d'archipel en mangeant dans la rive, parce qu'en fait, on ne pouvait pas la poser au milieu, ça allait trop s'effondrer avec le... Et il y aura 5 continents et un 6e qui sera inaccessible. Donc c'est ça le projet. Sur les 5 continents, parce que les hommes sont venus, je ne sais pas si vous connaissez cette région de la Somme, il y a des cimetières partout. Tout le monde s'est venu se tuer, là. Ils sont venus de tous les continents pour mourir. C'est pas génial, hein, comme histoire. Et moi je dis, je vais mettre les plantes qui viennent de tous les continents pour vivre. Puis c'est tout. Mais on ne va pas les organiser continent par continent. Il n'y aura pas des plantes africaines dans l'île africaine ou des plantes je ne sais pas quoi dans l'île je ne sais pas quoi. Non, non. Sur toutes les îles, on les met parce qu'on est dans les conditions du brassage planétaire et des écosystèmes émergents. Donc voilà. Alors ça s'est fait comme ça. Finalement, on n'a pas pu faire les 5. On a fait 5 reliefs et un inaccessible. Bon, c'était une question d'argent. C'est un petit projet, hein. C'est minuscule. C'est un des plus petits jardins que j'ai fait. Voilà, donc je vous passe les détails, les listes, etc. Puis il y a eu l'inauguration. Alors pour le plus petit jardin que j'ai fait, il y a eu le plus grand monde, parce que c'est la guerre. Ça fait peur, hein. Voilà, bon, c'est comme ça, donc j'y peux rien, hein. Alors ce que vous ne pouvez pas voir ici, mais c'est qu'il y a le Gunera du Chili, donc ça c'est le continent sud-américain, le Citis de Battandier qui est africain. Très difficile de trouver une plante africaine qui veut bien vivre en Somme. J'ai trouvé quand même dans l'Atlas. Bref, il y a tous les continents qui sont évoqués. Et puis, il y a le 6e. Alors, le 6e continent, les gens qui arrivent de leur pays lointain pour honorer leurs morts dans leur cimetière, ils viendront aussi, peuvent venir au mémorial, acheter une plante là, et les transporter en barque, parce qu'il n'y a pas d'accès au 6e continent, et la planter. Donc, c'est eux qui fabriquent leur paysage là. Voilà. Troisième exemple, où la présence de l'eau a un certain sens, c'est le musée du Quai Branly. Vous savez, c'est un jardin qui représente une savane arborée, on est à Paris, et la partie de l'eau a beaucoup d'importance. L'eau est récupérée du toit, on est dans un cycle naturel. Il y a une étude qui est en train de se faire cette année sur l'apparition de la diversité dans tout le jardin du musée du Quai Branly. Mais c'est évidemment dans la partie aquatique qu'il y a les choses les plus intéressantes, ça ne m'étonne pas du tout.
Donc là, on est sur un profil paysager qui est plutôt inspiré de la savane. Donc là, ce sont des plantes qui sont des graminées ou des plantes graminoïdes, il y a des typhas, mais les animaux arrivent. Il n'y a pas que ceux-là, hein. Il y a des foulques, et il y a les canards comme ça. Et puis, il y a eu récemment un héron qui est venu. C'est assez rigolo quand même. On est dans Paris, hein. Donc on peut, si on veut bien de la nature, elle est d'accord pour vivre avec nous, hein. C'est juste ça. Parce que le héron, il accepte même le bruit des voitures, je ne sais pas comment il fait, mais il n'est pas ce qui est le plus radical et qui maintenant a été éliminé dans la plupart des villes. Vous le savez bien, Grenoble en fait partie, mais d'autres, Rennes, Nantes, Paris maintenant, il n'y a plus de pesticides, il n'y a plus d'herbicides, ou très 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 peu. C'est plutôt dans les campagnes, et c'est l'espace agricole qui tue, hein. C'est plus les villes, plus tellement les villes, hein. On a des abeilles à Paris, on fait du mel-béton, il y a des trucs incroyables, qui est bon en plus. Bon. Je montre cette histoire à propos de l'eau parce que ça m'agace. Les plantes n'ont besoin du climat, là, je les ai mis pour ça dans Paris. On n'a pas besoin des gouttes à gouttes, là, qui donnent l'eau d'une façon exagérée. En plus, c'est laid parce qu'il y a les tuyaux qui passent. Et s'il fait trop sec parce que le climat change, parce que voilà, changement climatique, et bien on change de série floristique. Moi, j'ai dû changer la série floristique à l'inverse, parce qu'il y avait trop. Ils ne veulent pas enlever les gouttes à gouttes, hein. Ça les rassure, je ne sais pas pourquoi, hein, ça les bloque là. Et donc on n'enlève pas. Alors c'est devenu des territoires tellement spongieux que j'étais obligé de mettre des prêles. Alors ça va dans mon paysage graminoïde, c'était la prêle du Kamtchatka, bon ok, mais c'était pas du tout. C'est très difficile, hein, les maîtres d'ouvrage ont peur, hein. Ils ont peur. On n'arrête pas dans le jardin des musées du Quai Branly de faire des nouvelles trucs pour accéder, des marges, des rampes, dont personne ne veut, hein. Personne n'a besoin de ça. C'est juste, il y a des normes, des règles et des choses qui sont. On peut accéder, minimum handicapé, tout à fait vers le bar par derrière, très facilement, hein. Il n'y a aucun problème. Il faut que ce soit aussi par devant, etc. Moi, je vous en passe. Ça, c'est pour je ne sais pas quoi. Alors, pédagogie. Le lycée Jules Rieffel est un de ceux, c'est près de Nantes, qui enseigne ça depuis maintenant 20 et quelques années, ce qui est incroyable. 2004, ça a commencé. C'est un jardin en mouvement où les étudiants c'est complètement humide, c'est vraiment spongieux même. Ils sont obligés de faire le recensement végétal, entomologique, ornithologique, etc. On leur explique que la zygène ne vit pas sur la scabieuse, mais sur la filipendule, et ainsi de suite. Ils fabriquent des choses à partir de ce lieu pour pouvoir cheminer dedans. Ils sont sans arrêt aux prises avec l'eau. Ils ont fait revenir le triton marbré, qui n'était quand même pas évident du tout, parce qu'il avait disparu. Il y avait de la pollution. Il y avait même de l'huile de vidange qui arrivait d'un garage voisin. Enfin bon, vous voyez, voilà. Voilà, donc ça, c'est le travail des étudiants. C'est pour ça que je dis peut-être que il y en a qui ne pouvaient pas être là, parce que c'est les vacances, là, hein. Si vous voulez vous servir de ces images pour un lycée agricole local, c'est avec plaisir. Ils verront le travail des BTS2 qui sont le mercredi après-midi sur ce terrain de 6 hectares avec leurs 3 enseignants qui sont géniaux, où ils ont des initiatives à prendre à partir de ce lieu, des espèces qui s'y trouvent, ils n'apportent rien et il n'y a pas d'argent. Et ça, c'est très intéressant. Il n'y a pas d'argent. On ne va pas acheter un arbre, une herbe. Ils ont fait revenir les œnanthes et ainsi de suite. Ils peuvent faire des traitements différenciés dans l'espace sur les graminées de la façon dont ils veulent. Ça dépend des années. Est-ce qu'ils veulent aller nous montrer, là où ils veulent nous acheminer, ça c'est dans tout l'espace, ou nous faire voir par des fenêtres, des portes, des passages, y compris dans les ronces, moi j'aurais jamais osé. Et ils ont fini par faire aussi un labyrinthe dans un bosquet de chênes dont ils taillent une partie, qui donne vraiment quelque chose de très labyrinthique et d'amusant, à plusieurs niveaux, hein. Et puis, comme on leur dit, vous prenez le terrain avec l'eau polluée, vous la dépolluez, mais vous n'achetez pas des médicaments, vous vous débrouillez autrement. Les espèces qui sont là, celles qui sont mal aimées, les épineuses, ça c'est un Ulex europaeus, c'est un agent, vous l'utilisez peut-être quand même, mais en tout cas, qu'est-ce que vous faites avec? Et ils ont fini par faire des tailles comme ça. Donc ça, c'est le lycée Jules Rieffel, hein. C'est un exercice très intéressant.
Autre exercice avant de conclure, la ville de Stolac, Bosnie-Herzégovine, une dizaine d'années après la guerre, on fait appel à moi pour faire un atelier avec des étudiants, en tout cas des bénévoles, sur cette rivière. On ne savait pas où on allait. On était un peu dans un espace mal connu. L'idée étant, est-ce qu'on peut remettre en dialogue ensemble des gens qui ne se parlent plus et qui revenaient habiter Stolac malgré tout? Alors, vous voyez, ça, les édifices religieux ont été réhabilités. Aujourd'hui, il y a aussi les églises orthodoxes. Malheureusement, ils sont en train de faire des concours de clochers dans les hauteurs et de minarets, donc c'est un peu désastreux. Mais il y avait encore des ruines et il y en a encore beaucoup aujourd'hui. Et, ah, c'est pas vrai. Bon, donc vous voyez l'eau, elle est là. Et vous voyez qu'en haut, il n'y en a pas du tout. On est dans un milieu sec, méditerranéen, et rien ne pousse. Il y a une diversité de xérophytes en haut. Mais c'est en bas que se trouvaient les potagers et, tout, et les ruines des moulins. On a travaillé dessus il y a plusieurs années. On en est à la 6e, je crois, ou 7e, en remettant en route des systèmes d'adduction, en essayant de récupérer des terrasses, en nettoyant. C'était un énorme travail de nettoyage avec les étudiants, en refaisant des cheminements, et puis aussi, réouverture donc, et aussi en construisant un mobilier, mais toujours en relation avec la Bregava, avec l'eau. Et ça a été très très important, et finalement, moi je ne m'en étais pas rendu compte de c'est ça qui a permis que les gens se remettent en dialogue, c'est qu'ils se retrouvaient assis sur les mêmes bancs, face à l'eau, et qu'il nous disait, avec un traducteur, il nous disait ah oui, oui, mais si, mais c'est là qu'on venait quand on était petit, etc. Donc, et d'ailleurs, c'est les enfants qui ont beaucoup résolu la question de la remise en discussion des uns avec les autres. Voilà un cadre de vue sur la. Puis on a fait des fêtes, réhabiliter la plage, qui était vraiment, avait disparu et était très très abîmée et polluée. Alors ça, ça se transforme tous les ans, donc je vous fais simplement, je donne cet exemple-là. Voilà les discussions qui se font avec cette dame, par exemple, et d'autres, et qui ne se seraient pas faites sans ce genre d'intervention, et le plan, qui est un relevé de ce qui a été fait, et non pas un plan qui est fait en amont. C'est typique du jardin en mouvement, d'ailleurs, comme mode d'intervention. Si on veut faire un dessin, on le fait après ou sur le terrain. Juste, je vous parle de ce jardin en mouvement, voilà chez moi, les enseignants dans mon jardin, les enseignants du lycée Jules Rieffel viennent une fois par an, avec leurs étudiants aussi, mais aussi une fois comme ça, pour travailler avec moi. L'année où ils sont venus, il y a maintenant 7 ans, l'eau était arrivée avec une puissance, là, je n'ai pas le temps d'aborder toutes les questions de la dégradation par l'eau, parce qu'il y a ça aussi, il y a une puissance complètement folle. Vaison-la-Romaine, on a fait une étude dessus. Bon. Mais là, c'est chez moi. Chez moi, Limousin, granit, un sol à peu près de cette profondeur d'arène granitique, poreux, pauvre, qui se repose en principe sur le granit, la roche. Mais heureusement, il y a des particules fines qui constituent une sorte d'horizon aglaé, qui est une argile très riche, et d'ailleurs les Gunéras en profitent largement. Mais c'est fragile quand même. Or, ce 1,5 m, 2 mètres de sol, il est fabriqué pendant des siècles et des siècles, peut-être plus, je ne sais pas, que des siècles. Et subitement, années 70, première érosion. Puis maintenant, érosion énorme. Là, c'est la suite d'une pluie, où tout un morceau du jardin est parti. On est allé chercher les Gunéras presque en bout du ruisseau. C'est très lourd à porter. Donc je vous dis, à la force, et des pierres qui ont roulé énormément. Qu'est-ce que c'est? Remembrement et suppression des levades. Remembrement, pourtant, c'est le Limousin, quoi. C'est pourtant pas énormément remembré, mais quand même. Un arbre évapore 350 litres à 500 litres d'eau par jour. Alors évidemment, ça c'est de l'eau qui s'en va et qui arrive à toute vitesse. Et il y avait des haies, il y avait des arbres partout, et sur le plateau au-dessus, tout est remembré. Voilà. Bon. Vous n'avez probablement pas ce même genre de problème ici, parce que ce n'est pas le même sol, mais nous avons un sol extrêmement fragile. Donc voilà, ils sont contents. Et puis ça évolue, ça finit par faire un jardin en creux que j'aurais jamais imaginé, qui est assez joli aujourd'hui, il est un peu couvert de végétation. Voilà les Gunéras. Si vous donnez la taille de la feuille, qui est contente, la feuille elle est grosse, elle pousse, ça va bien.
Juste cette image-là, toujours dans mon jardin. Vous voyez ça? Eh bien, on ne sait pas ce que c'est. Mais il y a de l'eau. Or, il n'y a pas d'eau. Donc, c'est probablement lui, là, qui est un chêne, qui, avec son système racinaire et sans doute l'ensemble de mycélium, tous les arbres presque, et surtout les chênes, on vit beaucoup avec le système de champignons, il stocke l'eau. Et ça m'est arrivé, j'ai pris d'autres photos, mais ailleurs, où on voit un champ de maïs, et vous avez la haie comme ça, il a fait très très chaud, le maïs est tout cramé, etc. Et vers la haie, tout d'un coup, il est un peu plus vert. Moi, je dis, mais c'est pas possible, d'habitude c'est la haie qui bouffe. Non, il y avait de l'humidité, qui est maintenue par la présence de quelqu'un d'autre. Ben, c'est extraordinaire. Mais on ne nous dit pas ça. Bon. Voilà ma plante préférée, emblématique, puisque c'est celle qui m'a permis d'inventer le jardin en mouvement. Elle est mobile, elle a un cycle court, c'est une thérophyte, elle ne se reproduit qu'après les graines. Et avec la graine, impossible de multiplication végétative, et elle bouge, elle se développe dans l'espace, elle est considérée comme envahissante, elle est très mal aimée. Vous en avez ici? Vous n'avez pas de grande berce. Wow. Grande berce du Caucase, Heracleum montegasianum. Voilà, qui fait des brûlures et tout, elle est détestée par tout le monde. Et elle est magnifique. Elle attire les insectes et tout. Bon. Alors, chez moi, pour éviter ça, on parle de l'eau. Donc, vous voyez, attention, ce WC met très très longtemps à se remplir quand vous tirez la chasse, etc. Ça, j'avais pris ça dans un hôtel, dans le Massif central. Si vous n'entendez pas de bruit lors du remplissage, c'est normal, c'est le seul moyen, etc., etc. Et donc, j'ai arrêté chez moi les toilettes. Je n'utilise plus l'eau pour ça, pour plusieurs raisons. Il y en a une qui est évidente, c'est la consommation de l'eau. L'autre, c'est que les fosses septiques, excusez-moi d'en arriver là, mais enfin bon, sont toutes détruites systématiquement par les antibiotiques, que tout le monde prend tout le temps. Pas que les vaches, qui sont nourries aux antibiotiques dans ma région, tout le monde, quoi, les enfants, les gamins, les machins, c'est inquiétant. Ça ne fonctionne plus du tout. Et j'ai dit, on stoppe, on arrête et on fait des toilettes sèches. Alors en voilà une qui s'appelle Château Toilette, qui est dans le bois, et TSP, toilette sèche de proximité, ça c'est plus près de la maison. Voilà. Donc alors j'ai pas le droit de construire, donc je fais des trucs avec des tas de bois, comme vous voyez. Voilà. Donc ça c'est chez moi. Bon, je termine par une question cruciale. On parle de l'eau, la vie. Bon, on sait bien qu'il faut prendre soin. En même temps, on parle de la diversité, perte de cette diversité par la façon dont on s'occupe de cette planète, c'est-à-dire on jardine très mal ce jardin planétaire. Mais on continue d'avoir des gestes, majoritairement, je ne parle pas de ceux qui sont en culture biologique depuis déjà longtemps, à utiliser des machines et des produits pour nous assurer l'illusion de la maîtrise, que ce soit mécanique, chimie, par tout ce qu'on veut, et on fait une espèce qu'on cultive, qu'on exploite et qu'on vend, puis on détruit la totalité des autres, c'est-à-dire qu'on rentre dans un mécanisme de l'ignorance de ce qui nous entoure. On n'a pas besoin de savoir le nom des espèces que l'on supprime. À quoi ça servirait? On a une perte de connaissance qui est considérable. Pendant tout ce temps, qui est celui de l'après-guerre jusqu'à à peu près maintenant, on ne s'est pas du tout préoccupé du génie naturel. On n'est pas allé chercher l'intelligence, entre guillemets, là, des êtres que l'on exploite, mais aussi de tous les autres qu'on n'exploite pas. On n'est pas allé chercher tout ça. Or, elle existe d'une certaine façon, même si ce mot intelligence est exagéré. Cargèse, 8 hectares en Corse, le CNRS, territoire du CNRS. On me demande de refaire le paysage, là, 8 hectares, le jardin, bon d'accord, je fais le projet. Mais on me demande une chose incroyable, que je ne m'attendais pas du tout. Un protocole de recherche scientifique assorti à mon métier. Je ne savais pas qu'on me demanderait ça un jour pour le CNRS. C'est là où Charpak venait faire ses études avec la main à la pâte, son association La Main à la pâte. Et je fais la proposition conversation entre les plantes. Parce qu'en effet, on sait qu'il y a, et on en parle aujourd'hui et heureusement de plus en plus, des échanges qui sont magnétiques, gazeux, électriques, enfin toutes sortes,
entre les plantes, mais aussi entre les plantes et les animaux, et que nous ne savons absolument rien faire avec ça. Mais rien du tout. On sait un peu que ça existe, mais si ça existe entre deux espèces qu'on a étudiées, ça existe pour toutes les espèces, mais on ne sait pas s'en servir. 4 scientifiques ont accepté, dont Francis Allais, Bruno Mouliat de l'INRA de Clermont-Ferrand, Jean-Marc Chaumat du CNRS de Paris et Eudes Méron qui étudie plutôt les formations dans des conditions rudes et désertiques au Negev ou en Californie. Voilà le territoire, qui est un maquis corse qu'on va à peine bouger, changer, on ne va pas faire des clairières dans le maquis, et une réhabilitation, enfin un réaménagement autour du bâtiment, et les proposer aux scientifiques avec des poches d'études éventuelles, mais c'est eux qui choisiront en dernière minute, ça va commencer dans un an, on est en train de faire l'aménagement. Voilà le site, et voilà ce que vous pouvez deviner, là ce sera aussi l'étude d'un des 4, c'est un paysage anémomorphosé, c'est le vent qui fabrique ça, et qui sculpte ces végétaux-là. Il n'y a pas que la question de la discussion avec d'une plante à l'autre, mais aussi avec les éléments. 3 images pour terminer qui sont sur ce sujet et qui montrent le niveau de notre ignorance là, c'est-à-dire que je quitte donc, comme vous voyez, la question à proprement parler de l'eau et de la diversité pour parler plutôt de la diversité comportementale. Nous ne connaissons pas la diversité comportementale au sein d'une seule espèce, il y en a plusieurs comportements. En voilà un au sein de la piloselle, Hieracium pilosella, elle fait un rond au bout d'un moment, cette plante-là. Elle se désherbe, elle enlève les graminées. Mais enfin, on ne nous dit pas ça. On ne nous dit pas de l'utiliser non plus, mais on ne sait pas l'utiliser. C'est ça, on est en état d'ignorance considérable. On sait juste qu'elle émet une toxine au bout de ses racines. C'est déjà pas mal. C'est pas grand-chose. Là, vous connaissez, parce que c'est très très célèbre, l'acacia est épineux, l'impala arrive, la toxine arrive dans le feuillage aussitôt, il s'en va parce que c'est pas mangeable, mais en même temps, celui-là, il a émis un gaz éthylène qui prévient tous les autres, etc. Bon, ça, alors, cet exemple-là, spectaculaire, devrait nous alerter sur le fait que tout communique avec tout. Et puis ça, c'est la dernière image. J'avais découvert ce genre de choses dans une mission radiodécime avec Francis Allais en 1999, mais j'ai pris la photo beaucoup plus tard en Australie. 2 arbres adultes, Saman et Asaman, qui poussent de chaque côté de la route, et je prends la photo en dessous, comme ça. Et ce qu'on voit, à part les fougères épiphytes qui sont sur le tronc, c'est un feuillage très clair, mais qui dégage quelque chose ici. Et les frondaisons ne se touchent pas, ne s'interpénètrent pas. Les scientifiques appellent ça une fissure de timidité. Et c'est des poètes, les scientifiques, mais c'est vous dire aussi qu'ils ne savent pas comment nommer ça autrement. Donc ils voient bien, ils savent bien qu'il y a une communication, soit entre les feuillages, soit entre les racines, parce que les deux probablement coexistent. Pour le moment, ils cherchent, ils ne savent toujours pas, mais enfin, ça existe, et ils ont dénombré plus d'une centaine d'espèces timides. Chez nous, il se pourrait que le chêne vert soit timide, ou adulte et dans une forêt climatique, je ne sais où, je ne sais plus dans quelle partie du sud-est de la France, mais enfin, il n'y en a pas beaucoup. C'est sous les tropiques majoritairement, mais peu importe. S'il n'y a pas de timidité, il y a peut-être d'autres choses. Et en tout cas, c'est la démonstration, là, elle est visuelle, et on peut bien voir qu'il y a quelque chose qui se passe entre ces plantes. Donc, pour aujourd'hui, et je le dis plutôt pour des gens qui commencent à travailler dans ce genre de métier, il y a un monde de recherche à faire inouï pour arriver à un jardinage du futur qui consisterait à faire le plus possible avec cette nature et cette intelligence, et le moins possible contre, de façon à pouvoir continuer à vivre, parce que nous sommes les derniers maillons de la prédation, et ceux qui sommes le plus finalement en danger. Nous sommes fragiles. Les arbres, ils sont assez malins, ils durent. Voilà, merci de m'avoir écouté. Bonjour. C'était une question par rapport aux plantes invasives, parce que vous avez l'air vraiment de traiter ça, je dirais, par-dessus la jambe, en disant que ça n'avait aucune importance et qu'au bout du compte, il n'y aurait pas de conséquences. Je propose qu'on en prenne plusieurs. Ah bon, vous voulez Ou on répond comme ça. Théorie sur ces plantes invasives. Non, je crois que je vais répondre. Le sujet est important, donc je ne veux pas
je ne sais pas, je ne le prends pas tout à fait par-dessus la jambe. Je veux minorer un peu les effets qui sont, je ne sais pas comment on peut dire, les idées toutes faites là-dessus. Moi, quand j'ai entendu parler de ça la première fois, j'étais étudiant, c'était les Léodés du Canada, dans les rivières, dans les ruisseaux. On n'en parle plus depuis très longtemps parce qu'elle s'est stabilisée. Bon. Après, un peu plus tard, c'était de nouveau une plante aquatique, c'était une Caulerpa taxifoliaire en Méditerranée, nommée l'algue tueuse. Vous savez peut-être qu'elle était venue par les aquariums de Monaco, voilà. Envahi, bon, d'accord, et ça créait un trouble terrible. Il y a des articles, j'ai tous les articles, hein, j'ai gardé tout ça, c'était intéressant. Et puis maintenant, ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années, on dit ben non, elle ne se répand pas tellement et même elle régresse. Alors elle diminue, hein, elle perd son terrain, sauf qu'il y en a deux autres qui sont arrivées, qui sont un peu plus profondes, qui ne sont pas arrivées par les aquariums, qui sont arrivées toutes seules. Elles sont tropicales d'origine, c'est parce que l'eau s'est réchauffée aussi et l'acidité de l'eau a changé. Ça, c'est notre pollution à nous. Et on ne sait pas maîtriser du tout cette question, qui est celle du changement climatique, évidemment. Donc il y a un écosystème qui se réinstalle, bon, dans des conditions qui sont quelquefois traumatiques. Troisième exemple, la Jussie, qui arrive pour commencer en France dans le marais d'Orx, dans les Landes. Le marais d'Orx, un endroit qu'on a pompé, asséché pour cultiver du maïs sur des grandes surfaces, celles du marais. Et ensuite, on trouve que c'est trop coûteux. Et finalement, on laisse remonter l'eau, on abandonne le maïs. Et la Jussie arrive. Ah, on dit, elle est polluante, etc. Enfin, ce qui est pollué, c'est l'eau. Vous savez ce que c'est que la culture du maïs, c'est un drame. Bon. Donc on a plus que trophisé, on a tué cette eau. Mais merci la Jussie de vouloir pousser dans une eau si pourrie, on pourrait dire. Non, pas du tout, il faut qu'elle aille mourir elle aussi. On va où là? On va où si on enlève aussi les plantes qui ont la capacité de traiter? Car en fait, qu'est-ce qu'elles font? Elles utilisent les matériaux qui sont là. Et peut-être même qu'elles les éliminent petit à petit. On utilise bien des plantes pour enlever le plomb, des tas de choses, beaucoup de crucifères notamment là-dedans. Donc il faut faire très très attention dans ce langage. J'ai découvert un article absolument terrible sur Phytolacca nigrandra, qui est je ne sais plus comment on l'appelle, le raisin d'Amérique, qui est une plante très belle par ailleurs. Arrivant au départ par le Pays Basque, elle arrive jusqu'en forêt de Fontainebleau, et ça finissait l'article d'un conservateur d'un musée, d'un jardin botanique à Créteil, qui disait la France est en danger. C'était terrible, ça ne voulait rien dire. Et comme ne veulent rien dire non plus les décrets de Bismarck au moment de l'unification allemande qui dit qu'il y a une série floristique allemande, ça ne veut rien dire. On est dans un système évolutif, on bouge. Tout est en évolution, absolument tout, mais depuis la nuit des temps. Sauf que nous, Anthropocène, nous avons une action sur la Terre qui fait que ça va beaucoup plus vite que ça ne devrait aller. Et ça crée des troubles. Je suis tout à fait conscient de ça. Il y a des gens qui disent qu'on n'est pas dans l'Anthropocène, mais dans le Stupidocène. Bon, ça, c'est pas faux. Mais donc, je vois bien, il y a des traumatismes sérieux qui peuvent survenir. Mais de là à prendre les armes et en disant on va aller lutter contre l'ambroisie avec des moyens mécaniques qui coûtent une véritable fortune, on pourrait procéder autrement. On sait qu'on a réhabilité une carrière en mettant de la luzerne là où elle était, l'ambroisie, et finalement, elle est toujours là, mais elle a diminué considérablement parce qu'on a cultivé quelque chose d'autre. Elle s'est multipliée le long des routes tout au long de la vallée du Rhône parce qu'on a traumatisé les sols et que c'est une pionnière, et bien elle arrive évidemment en pionnière là-dessus. Et elle s'est multipliée aussi à la faveur des cultures de tournesol. C'est une composée, on ne met pas un herbicide à composer dans les cultures de tournesol, évidemment. Donc elle s'est multipliée aussi dans ces conditions-là. Sol remué. Tous ceux qui pratiquent le non-labour aujourd'hui sont je ne sais plus comment ça s'appelle, les cultures les semi-directes, des sols qu'on ne laboure plus, il y a de moins en moins ils ne vont pas favoriser ce genre de dynamique, vous voyez, d'expansion, puisqu'ils ne vont pas offrir aux pionnières un terrain nu. Donc on en est là, vous voyez. Les raisons d'arrivage de l'élante, qui est partout aujourd'hui,
c'était purement économique. On a voulu faire du verre à soie avec le cocon du bombix de l'Élande, qui n'est pas un bombix, qui est un saturnique, mais bon, et qui est plus haut, mais les plus rugueux, manque de peau. C'est arrivé au moment où on a fait les tissus industriels, la soie industrielle. Donc on a abandonné la culture de l'Élande, mais l'Élande, il est partout, il continue à vivre. Pourquoi pas? Le chêne, il n'était pas chez nous avant. Il est arrivé par les jets qui ont perdu leur gland depuis la péninsule ibérique et l'Espagne, les chênes. C'est dingue. On oublie complètement qu'on est dans un paysage qui est en mutation en permanence et que celui qu'on a sous les yeux, il n'était pas là avant. Donc moi, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Le jour où on aura trouvé comment exploiter la Rhinotria japonica, celle qui fait peur à tout le monde, c'est vrai qu'elle est agaçante, ben, quand on tirera de l'argent, on ne dira plus rien. Vous voyez, voilà mon point de vue. Bon, j'ai contre moi tous les écologistes, et pourtant, je suis écologiste. Mais l'écologie, ça veut dire habitat. Ça veut dire la vie à l'intérieur de cet habitat et les échanges entre les êtres. C'est plutôt ce qui se passe entre, d'ailleurs, que les êtres eux-mêmes. Et ça évolue, les êtres, ils évoluent, tout évolue. Sortir le processus d'évolution de la pensée écologique, c'est complètement incroyable. Pour moi, ce n'est pas possible. Je suis jardinier. Tous les matins, je vois un truc qui change dans le jardin. Je n'avais pas prévu du tout que l'oiseau, il allait faire un machin pareil, ni que le serpent, ni que je ne sais pas quoi. Je ne savais pas. Personne ne sait. Et plus on préserve la diversité, et plus on a des chances d'être surpris. Parce que tous les êtres interagissent les uns avec les autres. Il n'y a rien à faire. Et tant mieux. Donc voilà. Bon, une réponse un peu longue, excusez-moi. Allez-y, monsieur. Moi, ce n'est pas tellement une question, c'est justement pour rebondir un peu sur ce que vous venez de dire. Vous parlez de la Jussie et vous parlez du maïs. Le maïs, c'est une espèce exotique, justement, mais qui est tolérée, même acceptée. Enfin, voilà. Il y a quelques années, j'avais participé à une réunion concernant la réserve naturelle nationale du Girard, donc qui est une presqu'île en basse vallée du Doubs, en aval de Dole. Et puis était évoqué le cas de l'Éramné-Guindo, donc qui est une espèce originaire d'Amérique du Nord. Il y a de l'argent qui est dépensé pour lutter contre cette espèce. Et puis moi, j'ai posé une question, je connaissais en fait la réponse. J'ai dit, mais est-ce que l'Éramné-Guindo est présent dans la ripisylve? Et puis on m'a répondu, ben non. Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais dire. Il est sûr que si on dépensait l'argent que l'on dépense éventuellement pour ce genre de technique d'éradication et qu'on en faisait un accroissement de la connaissance, quelque chose qui apprendrait aux gens le mécanisme et comment ça se passe, on perdrait beaucoup moins de temps. On pourrait aussi dépenser cet argent à la source de la pollution, c'est-à-dire comment fait-on pour éviter la pollution plutôt que de vouloir lutter contre, parce qu'en fait, la pollution ou la transformation du milieu, si vous voulez, si on parle de la Jussie par exemple, ou d'autres plantes qui vont supporter l'eutrophisation de l'eau et la traumatisation de ce milieu, et on pourrait dire, on arrête de l'embêter, elle va vivre jusqu'à ce qu'elle ne le puisse plus parce que l'eau se sera épurée. Et ça, c'est parce que l'on aura changé les techniques culturales de tout le bassin versant, qu'on sera passé en bio. Et à ce moment-là, ça aura changé. Et là, ça vaut le coup de s'intéresser plus à ça que de lutter contre. C'est une mauvaise allopathie. Vos exemples chinois et thaïlandais m'ont impressionné. La concentration humaine et la vie végétale, vous êtes un homme tranquille parce que vous prenez l'avion, mais de fait, quand les gens font souche quelque part, ils salopent sacrément. Et est-ce que ville et écologie sont compatibles? C'est très difficile à dire. Vous voyez, aujourd'hui, je pense que ça pourrait l'être si on regardait la ville autrement. Là, j'ai été faire un atelier avec des étudiants en architecture à Ulaanbaatar, mais le modèle de développement de la ville est désastreux. On est en Mongolie, là. La ville originelle de 1912, c'est les plans qu'on a les plus anciens, ce sont des petits enclos avec un bâtiment à double pente, double toit qui est assez modeste, et une yourte dans l'enclos, pas de jardin.
Mais ça fait une série d'habitats urbains, disons, stables par rapport à leur système de migration, puisque ce sont des migrants. Ce ne sont pas des migrants, ce sont des nomades, pardon, et qui mangent de la viande tout le temps parce qu'ils ne font pas de jardin, parce qu'ils ont des animaux. C'est un drôle de truc, hein. On n'est pas habitué quand on aime l'herbe. Bon. Et donc, arrivent les Russes, les Soviétiques plutôt, qui transforment, puis qui construisent des trucs à la russe, hein, puis qui partent à la fin de cette hégémonie-là, et puis les Chinois, qui apportent un modèle qui est quasiment occidental, en fait, qui n'est pas chinois du tout. Et on voit une ville avec des tours, mal chauffées, il fait moins 30 l'hiver, et là, ils sont obligés de descendre dans leur yourte pour vivre. Donc ils ont le modèle qui est celui que le monde, disons, dominant, celui qui a le pouvoir, développe, stupidement. Ils ne savent pas comment respirer. L'hiver, à moins 30 et tout, il y a 5, je crois, ou 4 ou 5 tours de combustion du charbon, là, de cheminée, plus toutes les bagnoles. Énormément. On ne respire pas, c'est leur question, hein, ils ne savent pas respirer. Donc là, la ville est invivable, elle n'est pas écologique, elle est tout le contraire de ce qu'il faudrait, on leur a imposé notre modèle. Et on me dit, c'était en septembre, hein, on me dit, en juillet dernier, là, il y a eu une réunion entre l'Occident et l'Asie, là-bas, à Ulaanbaatar, en Mongolie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, oh, il faut nettoyer la ville parce qu'il y a des grandes personnes qui arrivent, et nanana. Donc ils ont peint les bordures en blanc, en jaune, hein. Ils ont tué les chiens et ils ont mis des pétunias. Je sais pas, mais c'est une société humaine animiste qui vit avec des animaux tout le temps. J'ai pris des photos de leur cimetière où il y a les tombes humaines, mais il y a aussi les chiens et les vaches, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on leur impose? On n'a même pas compris qui ils étaient. Enfin, c'est invraisemblable. Donc là, il y a ce modèle-là, je dirais, si vous voulez voir ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Mais en même temps, vous sortez d'Ulaanbaatar et vous avez tout à fait un autre modèle, qui est celui où ils continuent de vivre, et cette fois-ci même, il y a parfois des jardins. Et là, vous vous dites peut-être qu'ils n'ont pas été atteints par tout ça, et on peut peut-être développer une ville aussi pour eux, dans ce sens. Mais ce ne sera pas cette ville-là pour tout le monde. Vous voyez, je pense qu'il faut tenir compte de l'originalité culturelle, mais de la possibilité aussi de vivre sans se poser la question de savoir si on peut respirer ou pas. Comment se fait-il 300 jours de soleil par an dans le pays de Mongolie qu'ils continuent à consommer le charbon chinois en s'étouffant, quoi. Ils meurent, quoi. Alors, ils pourraient faire du solaire depuis longtemps. C'est pas... Donc tout ça est possible. Je veux dire, on peut vivre écologiquement, j'en sais rien, mais enfin, une ville comme Paris, qui est une des plus denses du monde, hein, vous avez des trucs qui poussent dans les pavés depuis qu'on a arrêté l'herbicide. Et forcément, il y a les insectes et les animaux qui vont avec, hein. Alors, il y en a qui râlent un peu. Ben, d'ailleurs, ça a été ça l'origine à Grenoble. Ah, ils ont arrêté, ça fait longtemps qu'ils avaient arrêté. Ah, ça pousse, etc. Où vont nos impôts? Ben non, on pourrait leur expliquer aux gens que c'est pas inutile, c'est pas mauvais, que c'est pas des mauvaises herbes, c'est des herbes et c'est tout. Ça s'appelle comme ça. Ah bon? Ça s'appelle comme ça. Et à ce moment-là, parce que quand ils ont compris, c'est fini. Quand ils ont compris, ils ont accepté. C'est-à-dire, ils deviennent intelligents au sens que je donne à ce mot-là, ils ont l'intelligibilité du contexte puisqu'on leur a expliqué. Donc, après, ils peuvent décider s'ils veulent tuer, mais s'ils tuent sans savoir, ce n'est pas de leur faute. Donc, il y a un problème d'accroissement de la connaissance, c'est-à-dire de pédagogie qui est fondamental absolument partout. Vous savez, je suis ici à cause de lui, hein, là. Parce que je faisais un exposé à la communauté d'agglomération des lacs de l'Essonne, je parlais de cette histoire de Grenoble, j'avais fait la proposition d'une école de la reconnaissance de la diversité en ville, dans la ville de Grenoble, pour calmer les tensions, pour que les gens comprennent, plutôt que de dire où vont nos impôts, et que ça s'appelait École de la reconnaissance de la diversité en ville. Et Gabriel Amar a décidé que non, lui il le ferait, puisque Grenoble n'avait pas fait, et qu'il l'appellerait École du jardin planétaire. Voilà. Donc ça a été la première école du jardin planétaire en 2012. Il y en a une autre qui s'est faite 2 ans plus tard à La Réunion, et il y en a une troisième qui se fait à Limoges en ce moment. Donc les choses s'enchaînent comme ça, vous voyez. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Bon. Oui, donc on peut. Hein. On peut si on fait ce qu'il faut pour. Oui.
Quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer? Oui, madame. Juste, est-ce que vous trouvez une résonance avec des... Les autres, disons. Excusez-moi. Est-ce que vous trouvez une résonance avec des collègues, des professionnels, d'autres personnes? Je trouve des résonances, pas forcément avec des collègues qui font exactement le même métier que moi, mais avec beaucoup d'autres gens. Mais beaucoup plus, je veux dire, qu'autrefois. Vous voyez, on reparle de ces questions que moi, j'ai l'impression de radoter, hein, de répéter les trucs depuis le temps, mais que j'ai abordé, je ne sais pas, dans les années 80, ou même un petit peu avant, et que finalement, qui mettent énormément de temps à passer dans les consciences et qui mettent énormément de temps à arriver sur le terrain, c'est-à-dire à se concrétiser. Le fait qu'on enseigne et qu'on pratique dans un lycée agricole, il n'y en a pas beaucoup qui le font, hein, mais il y en a un petit peu, parce qu'il n'y a pas que celui-là, mais il n'y en avait pas du tout, et c'était très difficile pour les 3 enseignants de faire démarrer le truc il y a 20 ans. Et c'est très long, c'est extrêmement long, mais quand ça commence à prendre un peu d'ampleur, parce qu'il y a une prise de conscience, là ça devient intéressant. Ce qui ne fonctionne pas, mais pas du tout, c'est ce qui est entre les mains du soi-disant pouvoir aujourd'hui. Les personnes pour lesquelles on vote, malheureusement, n'en ont pas. Nous ne sommes plus en démocratie. Parce qu'ils n'ont pas de pouvoir. Ces personnes n'en ont pas. Donc c'est forcément autrement que ça se passe, à partir de la base, avec d'autres initiatives, et en se déconnectant de quelque chose qui nous est asséné verticalement, avec des ordres qui sont absurdes. Pourquoi faut-il, je ne sais pas, continuer à faire une voie ferrée qui va coûter 3 milliards pour faire Bordeaux-Toulouse, alors qu'on va gagner 20 minutes et que c'est déjà un train qui existe. Pourquoi, etc. Enfin, vous connaissez tous les exemples, hein, je ne vais pas revenir là-dessus. Tout ça, et on ne peut plus, évidemment, accepter. D'ailleurs, ça pose énormément de problèmes, parce qu'on ne sait plus qu'est-ce qu'on va faire aux élections. Hein, on va pas revenir là-dessus. Enfin, c'est quand même grave d'en arriver là. Moi, j'ai été invité à parler avec des ministres. J'ai vu leur désarroi. C'est pathétique. Ils ne savent pas où ils vont, mais pas du tout. Sauf ceux qui sont pieds et poings liés avec les multinationales. Ceux-là, ça ne leur pose pas de problème, ils savent très bien ce qu'ils font. Mais pas les autres. Pas les autres. Donc, voilà, prise de conscience, oui. Je vois, mais il n'y aurait même pas ce monde qu'il y a ce soir ici s'il n'y avait pas cette prise de conscience. Je veux dire, ou même des gens de terrain, il y en a de plus en plus, des néo-ruraux, des jeunes, hein, qui fabriquent des choses qu'on n'avait pas il y a 20 ans ou 30 ans. Ça a complètement changé dans toute la France. Même en Europe, hein, même ailleurs, oui. Je dirais même encore plus loin, parce que dans le pays le pire, hein, qui est les États-Unis, il y a aussi des gens remarquables qui se mettent en marge, quoi. Ils ne peuvent pas faire autrement. Je ne sais pas si c'est à vous qu'il faut poser la question, si c'est à Gabriel. Je voudrais savoir quand est-ce qu'on a traité l'eau contre les antibiotiques et les hormones. Parce qu'on n'a toujours pas trouvé la solution, là. Non, en effet, on dispose pas dans des politiques coercitives en aval de solutions miraculeuses. C'est bien surtout le travail en amont auquel vient de faire référence à propos de l'agriculture ou de l'activité humaine que je pense qu'on peut le plus faire évoluer la situation. Bon, après, ça va toucher à des sensibilités, à des rapports à la santé plus qu'à la maladie, à notre alimentation, à comment on a une hygiène de vie et peut-être même sur ne serait-ce que la dimension alimentaire, de manière à peut-être moins faire appel aux médicaments Oui. après. Je pense que il faut en appeler à notre propre responsabilité individuelle et collective pour arriver à inverser le cours des choses. Mais moi, je suis d'accord avec cette idée d'essayer de ne pas tomber malade, de ne pas devoir prendre des antibiotiques, parce qu'il y a eu... les médecins eux-mêmes, même les généralistes comme ça, sont d'accord pour se dire qu'on a trop pris de ces antibiotiques et qu'il faut diminuer, qu'il faut arrêter. On en consomme tous les jours dans l'eau. Oui, mais ça c'est le résultat d'une pollution. Oui, bien sûr.
très gros problème. Bonsoir. Moi, j'habite pas très loin d'ici, mais c'est pas du tout le même sol. J'habite et j'essaye de gagner ma vie parce que je suis maraîchère. J'habite sur des zones humides. Donc ma question, c'est comment arriver à concilier les deux? À la fois le respect du sol et de la végétation locale, de l'acidité d'un sol qui ne respire pas, qui donne tout ce qu'on veut l'été, mais des fois l'été a du mal à arriver. Et est-ce que, quelque part, la solution, c'est de laisser des zones humides comme des marécages, et d'essayer de vivre ailleurs quand on veut être agriculteur? Oui, si vous pouvez vivre dans un terrain qui est moins difficile, pourquoi pas? Vous laissez les marécages, qui lui est un lieu d'accueil à une diversité qui ne vivra pas dans un milieu différent que celui-là, parce que c'est peut-être avec les milieux humides qu'on a les écosystèmes les plus étroits. Vous voyez, un sarracénia carnivore ou un drosera, il vivra que dans une tourbière et pas du tout, il ne pourra absolument pas vivre dans d'autres conditions. Et on ne trouvera ces espèces-là que dans ces milieux qui sont quelquefois assez restreints. Si vous ne possédez ou vous n'avez accès qu'à ça, ça pose un autre problème. Mais si vous pouvez vous mettre en juxtaposition, c'est-à-dire le garder, peut-être que vous aurez aussi là des auxiliaires de votre propre jardinage, mais vous ne serez pas sur ce terrain-là. Bon, ça dépend du luxe de l'espace dont on dispose. Je veux dire par là, on n'est pas obligé de tout drainer, mais vous pouvez aussi le faire si vous n'avez pas d'autre solution. Pas de regret? Ben non, je vous trouve très sage. Alors peut-être parce qu'il y a d'autres rendez-vous, puisque vous ne partez pas dès ce soir, Gilles. Peut-être du coup, pour ceux qui sont arrivés après, parce que nous avons été encore rejoints par une nouvelle personne, dire que demain, pendant la journée, d'autres partenaires qui accueillent Gilles Clément vont organiser des ateliers de formation pour les élus et les citoyens intéressés, en partenariat avec la Fédération nationale des agrobio et je sais avec la mobilisation du GAB 39, demain matin à 9h au Carrefour de la Communication, sur la question de l'eau, l'agriculture biologique, ou en tout cas l'eau, l'agriculture et la biodiversité. À 14h, nous retrouvons Gilles pour prolonger ce qui vient d'être abordé, puisque vous avez fait ce clin d'œil à la question de la reconnaissance de la biodiversité dans l'espace public, partant de l'idée que l'on respecte plus ce que l'on sait nommer. Ça sera le thème d'un temps interactif, si vous êtes intéressé, à 14h, salle Cartier, de manière à voir s'il y a un intérêt, une envie parmi les participants, et puis dans un second temps, au-delà de ces participants, à voir naître dans notre département une université populaire, un outil pédagogique justement pour travailler sur cette question de la reconnaissance. Et il y a des acteurs locaux dans le département qui mènent déjà des actions et qui pourraient peut-être s'épauler, s'entraider et se fédérer avec cet éclairage, cette lumière que nous donnerait un peu le parrainage de Gilles Clément pour une éventuelle 4e école de la reconnaissance de la biodiversité en France. Donc ce sera donc à 14h. Et puis à 16h, nous nous retrouverons avec Jean-Baptiste Mottet, technicien forestier, qui tentera de répondre avec vous, si vous le souhaitez, à comment l'eau, la biodiversité, on va dire la biodiversité, la forêt et l'activité humaine peuvent faire bon ménage.
peuvent-ils faire bon ménage? Et puis enfin, nous nous retrouvons avec vous à 19 h pour la projection du documentaire Le Jardin en mouvement. Cela pourra être suivi d'un débat. Alors là, on se retrouvera à nouveau, salle des conférences, à l'invitation de notre coordination. Vous pouvez nous dire quelques mots sur ce documentaire? Oui, juste avant, je voulais vous dire que ce n'était pas le mot sage que je voulais dire, c'était attentif. Le documentaire a été fait par Olivier Comte, qui était un de mes anciens élèves, qui finalement n'a jamais fait de paysage, mais du cinéma, et qui depuis le début voulait faire quelque chose sur le feu, à partir du domaine du Rayol, qui est un jardin où j'ai mis beaucoup de pyrophytes en plantes du feu, en scène. Et puis il fallait, dans son budget, aller dans des endroits du monde où il y a le même genre de climat. C'était trop coûteux, il ne l'a pas fait, mais il va peut-être le faire bientôt. Et il a mis au point, entre-temps, des prises de vue dans des lieux de jardin que j'ai fait, certains, avec beaucoup d'interviews, de présence des jardiniers ou des étudiants. C'est que c'est très animé. Hein, c'est pas... Et ça, c'est très intéressant de faire parler les étudiants ou les jardiniers. Et ça s'appelle le jardin en mouvement, bon, parce que c'est la gestion même qui est essentiellement donne ce nom à l'ensemble des jardins que je fais, mais ils sont tous différents tout de même. Ça ne se ressemble pas. Voilà, donc ça a eu lieu il y a 3 ans maintenant, ce film. Et il tourne lui aussi, il tourne beaucoup. Et il va aussi dans les lycées d'ailleurs. Donc on le verra demain. Voilà.